Dans un épisode précédent, je te parlais des trois principes fondamentaux de la théorie polyvagale, la hiérarchie des états, la neuroception et la corrégulation. Si tu n'as pas vu cet épisode, je te recommande de le faire et tu le trouveras en barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais approfondir le sujet de la neuroception, qui est un concept clé si tu veux comprendre l'impact de ton enfant sur tes réactions aujourd'hui et pourquoi tu as des symptômes comme l'hypervigilance, le sursaut, le figement fonctionnel constant ou l'anxiété. Je suis Zeynab, je suis thérapeute dans le trauma et le transgénérationnel, facilitatrice de breathwork et mentor en spiritualité. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans la neuroception qui est modifié par ton vécu et par tes traumas, et même le trauma ancestral. Donc quelque chose qui est arrivé à tes parents ou à tes ancêtres et que tu n'as pas vécu toi-même. La neuroception, c'est un concept clé de la théorie polyvagale de Stephen Porges. J'ai fait 2 épisodes à ce sujet bien approfondis, et ça désigne la manière dont le système nerveux autonome détecte de façon complètement inconsciente la sécurité, le danger ou la menace de mort dans ton environnement. Contrairement à la perception qui, elle, est consciente, la neuroception fonctionne de manière automatique et va guider nos réponses comportementales et physiologiques sans que nous en soyons nécessairement conscients. La neuroception se produit à chaque micro-mouvement. C'est quelque chose qui est tout le temps présent. C'est le processus par lequel le système nerveux va capter des informations et y répondre, te faisant ainsi passer d'un état de connexion avec l'autre à un état de survie parfois, ou vice-versa. Donc il faut que tu te dises que tu as une espèce de radar dans ton système nerveux qui scanne ton environnement de 3 manières principales. Je vais détailler. Et il fait ça à longueur de journée. Et en fonction de ce qu'il a perçu, je dis bien perçu, il va agir. La neuroception va utiliser donc 3 voies principales. La voie intérieure, la voie extérieure et la voie entre individus ou qu'on appelle aussi la voie interactionnelle. La voie intérieure va consister à écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Donc, ton système nerveux va détecter les signaux internes, les battements de ton cœur, la respiration, les sensations physiques pour évaluer l'état de ton corps. Donc, il va surveiller tout signal interne qui va lui dire comment est l'organisme. Par exemple, une accélération du rythme cardiaque peut être perçue comme un signal de danger, ou au contraire, une respiration calme peut renforcer un sentiment de sécurité. Et le rythme cardiaque peut s'accélérer quand tu fais du sport ou quand tu as une relation intime, par exemple, avec ton partenaire, avec ta partenaire. Donc parfois, quand tu fais du sport ou que tu as des relations sexuelles, eh ben ton corps, ta neuroception, si elle n'est pas bien équilibrée, peut penser que c'est un danger. C'est cette voie qu'on va vraiment activer lorsqu'on fait du breathwork, par exemple, donc revenir à l'intérieur de soi et travailler ce sentiment de sécurité intérieure, ou toutes les pratiques d'embodiment, de embodiment de manière générale. Pareil, les pratiques que je fais avec mes clients, donc de somatic experience, de pendulation, je pendule d'un état intérieur calme et en sécurité à un état qui est inconfortable, où j'ai des douleurs, etc. La deuxième voie de la neuroception, c'est la voie extérieure. Je vais analyser tout ce qui se passe dans l'environnement extérieur pour évaluer si l'environnement extérieur est sûr ou bien s'il est menaçant. Par exemple, un environnement qui est calme ou familier comme ta chambre cocooning, par exemple, active une neuroception de sécurité. Au contraire, des bruits forts, des mouvements brusques ou encore peut-être la maison de ton enfance dans laquelle tu as vécu des traumas eh ben, peuvent déclencher une neuroception de danger. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui me disent, je ne comprends pas, je vais en vacances chez mes parents et tout de suite j'ai de l'eczéma, je fais des crises d'asthme, etc., etc. Peut-être que tu as eu des traumas dans cette maison et le fait que euh, tu aies vécu quelque chose à l'intérieur de cette maison ou avec ces personnes fait que ton, ta neuroception va détecter un danger dans ce lieu-là. Et c'est pour activer cette voie qu'on va avoir des pratiques comme l'orientation, par exemple. La troisième voie de la neuroception, c'est la voie interactionnelle entre individus. C'est la manière dont tu vas
percevoir les autres et leurs signaux non verbaux. L'expression faciale, le contact visuel, la posture, le geste, etc., etc. Cette voie est particulièrement liée au système vagal ventral qui va faciliter la connexion sociale et l'engagement à l'autre. Par exemple, un sourire sincère ou une voix douce peut activer une neuroception de sécurité, alors qu'un visage qui est ferme, qui est fermé, un ton agressif, voilà, un visage qui fait euh, certaines mimiques peut déclencher une neuroception de danger. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont réagir face à quelqu'un en face qui n'est pas expressif, qui n'a pas un sourire, qui ne les invite pas, etc., qui n'est pas chaleureux. Surtout si on a grandi avec des parents émotionnellement indisponibles, instables, ou des personnes colériques avec des sauts d'humeur, etc. Donc, la neuroception repose sur des circuits nerveux spécifiques qui vont analyser des signaux sensoriels et moduler les réponses autonomes. Donc, en présence de signaux de sécurité, le système vagal ventral va être activé, donc le système de la sécurité, la connexion à l'autre, ce qui va te permettre d'avoir des connexions sociales à l'autre, des comportements de sécurité. Je suis bien, je suis en sécurité, je me connecte à l'autre. En cas de menace perçue, les circuits sympathiques vont prendre le relais, le combat ou la fuite. Fight, flight. Si le danger est perçu comme inévitable, je vais mourir, je ne peux pas éviter le danger, le système va se fermer et on va aller dans le shutdown du système vagal dorsal qui va provoquer une immobilisation, une dissociation pour minimiser la souffrance, la douleur à l'exposition. C'est exactement pour cette raison-là que grandir avec un parent qui est instable émotionnellement peut te faire développer un radar hyper efficace pour comprendre l'autre. Tu vas devenir hypersensible aux micro-mouvements faciaux d'une personne pour savoir comment réagir et tu vas développer de l'hypervigilance plus et tu vas être même une éponge émotionnelle. La neuroception, tu comprends bien qu'elle est impactée par la sécurité que tu as ou pas reçue enfant, ressentie enfant, et par les traumas d'enfance. Et c'est là où tu comprendras à quel point ton passé, ou le passé de tes ancêtres, ou même ta grossesse quand toi tu étais enfant, bébé dans le ventre de ta maman, donc c'est pour ça qu'on parle de trauma prénatal, à quel point tout ça affecte tes réactions aujourd'hui. Même le stress chronique et autres, les ACE, je vais faire un épisode spécial sur les ACE, Adverse Childhood Experiences, ou expériences adverses de l'enfance. C'est une étude qui a révolutionné le monde du trauma euh, parce que on a compris grâce à cette étude que tout ce qu'on a vécu par le passé dans l'enfance, eh ben, a un impact non négligeable et même très important sur nos comportements aujourd'hui, sur notre santé physique, mentale, émotionnelle. Donc, c'est toutes ces expériences passées où on ne s'est pas senti en sécurité ou en lien avec nos figures d'attachement qui vont avoir un impact considérable sur la vie si ce n'est pas pris en charge. Le trauma impacte la neuroception parce qu'il modifie la manière dont ton système nerveux va détecter et interpréter les signaux de sécurité ou de danger. Et c'est absolument normal. Ce biais est une réponse adaptative normale. Le cerveau veut éviter à tout prix de revivre une expérience douloureuse. Et ça, je vous l'explique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ton cerveau n'aura euh, cesse de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour t'éviter de revivre l'expérience douloureuse. Comment ce que tu as vécu peut modifier ta neuroception du danger ou de la sécurité? Je vais te donner quelques exemples. Premièrement, après un traumatisme, le système nerveux peut devenir hyper vigilant. Je te rappelle que le trauma, donc je te laisse ici en barre d'infos l'épisode sur le trauma. Le trauma, ce n'est pas l'événement, c'est comment a réagi ton système nerveux face à un événement. La neuroception va détecter des dangers là où il n'y en a pas forcément. On parle d'hypervigilance. Par exemple, un ton de voix élevé, un bruit soudain, je fais tomber ma tasse, je vais sursauter.
Ça peut être interprété comme une menace, même si je suis dans un environnement sûr. Si je suis dans ma chambre, tout se passe bien, il n'y a pas de tigre, tout va bien, je regarde autour de moi, je suis OK. Quelqu'un à côté de moi va faire tomber un verre dans la cuisine, je vais sursauter et avoir du mal à revenir au calme si je suis dans l'hypervigilance. Ce biais est une adaptation de survie. Je répète encore une fois, le cerveau veut éviter que tu revives une expérience douloureuse ou un événement traumatique et il va donc rester constamment en alerte pour t'éviter ça. Là, j'ai parlé d'hypervigilance, mais deuxièmement, je vais te parler d'hypoactivité. La neuroception, dans certains cas, peut devenir hypoactive, notamment chez des personnes qui utilisent des mécanismes de dissociation pour se protéger. Donc, cela peut entraîner une incapacité ou une difficulté à détecter les signaux de danger réel. Ça arrive. Ce n'est pas le plus fréquent. L'hypervigilance est quand même plus fréquente, mais ça arrive vraiment. Par exemple, quelqu'un qui a vécu un traumatisme peut ignorer ou minimiser des comportements menaçants chez l'autre et ne pas réagir face à une personne qui est en train de l'agresser. J'ai déjà eu quelqu'un en consultation qui ne réagissait vraiment pas face au réel danger. Et ça, c'est vraiment pas bien. T'as pas envie de ça non plus. Et ça, c'est le système nerveux qui n'a même plus l'énergie pour réagir. Et ce phénomène, il intervient parce que le système vagal dorsal, qui est lié aux frises et à l'immobilisation, a été activé comme stratégie de survie, mais la personne est figée dans l'état de figement. Elle est figée dans cet état-là. Donc j'ai parlé d'hypervigilance, j'ai parlé d'hypovigilance ou hypoactivation de la neuroception. Il peut y avoir aussi un dérèglement des trois voies de la neuroception dont j'ai parlé tout à l'heure. Voie intérieure, extérieure et interactionnelle. Il peut y avoir un dérèglement de ces voies-là. La voie intérieure. Le trauma peut provoquer une hyperactivité des signaux intérieurs. Rythme cardiaque accéléré en cas de sport ou en cas de relation sexuelle, par exemple. Ce sont deux moments où normalement tu ressens du plaisir, mais ça peut être perçu euh, comme quelque chose de dangereux. Des tensions musculaires, des douleurs chroniques, même en l'absence de réel danger. Les douleurs chroniques, c'est vraiment un sujet, je pourrais en parler. Euh, une personne qui a des douleurs de manière chronique va avoir une neuroception de la voie intérieure qui va être dérégulée. Et c'est pour ça que quand on travaille la douleur chronique, la fatigue chronique, tout ce qui est chronique, toutes les maladies chroniques, on va vraiment euh, passer du temps, donner de l'importance à cette voie intérieure de neuroception, comment je me sens à l'intérieur de moi, et faire vraiment de la pendulation entre je me sens fatiguée, j'ai une douleur, et je suis dans un endroit ressource qui me fait me sentir bien. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça peut entraîner ou renforcer des troubles somatiques, de l'anxiété ou des attaques de panique. Donc c'est un peu, ça peut, l'un peut entraîner l'autre, hein. On ne sait pas parfois, est-ce que c'est la voie de neuroception qui est dérégulée qui entraîne des troubles somatiques ou est-ce que c'est les troubles somatiques chroniques qui entraînent la neuroception de l'intérieur qui est dérégulée. Voilà. La voie extérieure peut être dérégulée aussi. La perception de l'environnement est biaisée. Les indices de sécurité, comme un sourire ou une voix calme, peuvent ne pas être perçus, tandis que des signaux neutres peuvent être interprétés comme menaçants. Combien de fois, si tu es dans l'hypervigilance, combien de fois une personne qui a un visage neutre, ça te choque. Tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Lors d'un événement traumatique, le cerveau associe les sensations, les sons, les images à cet événement de danger. Et ces associations deviennent automatiques et influencent ta neuroception. Par exemple, une personne ayant vécu un accident de voiture peut ressentir une activation de son système nerveux, donc de peur ou de panique, à chaque fois qu'elle va entendre un klaxon, même si elle n'est pas en danger. Et ensuite, la voie interactionnelle, relationnelle, peut être aussi perturbée en cas de trauma. Les traumatismes relationnels comme les abus, la négligence peuvent rendre difficile la confiance à l'autre. Donc, la confiance à l'autre. Que je disais sur la confiance à l'autre ou tout signal social de sécurité comme le contact visuel ou une posture détendue peuvent ne pas activer le système vagal ventral. Donc, j'ai
Je suis incapable d'aller dans le vagal ventral, c'est très possible et ça arrive tellement souvent que des personnes ne savent pas ce que ça veut dire être en sécurité, se sentir en sécurité, ressentir la paix. Et ça maintient en fait la personne dans un état d'alerte ou d'isolement. Donc ça, c'est les voies de dérégulation de la neuroception. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est la mémoire implicite et la neuroception. Le traumatisme est souvent stocké dans la mémoire implicite, qui est corporelle et émotionnelle, plutôt que dans la mémoire consciente, narrative ou explicite. Un. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Même en l'absence de danger réel, des indices similaires à ceux du traumatisme initial, ça peut être le lieu, ça peut être une odeur, une tonalité de voix, n'importe quoi qui va faire favoriser les sens, peut activer une neuroception de danger. Ça va maintenir le système nerveux dans un état de stress chronique ou de dissociation. Ok. Donc ça, c'est la mémoire implicite. Et enfin, le système nerveux qui est perturbé. Le trauma altère le système nerveux, la capacité de passer de manière souple d'un état de réaction fight-flight à un état de connexion vagale ventrale ou immobilisation. Donc, je ne navigue pas avec souplesse dans un état, je reste coincé dans un état. Une personne qui est traumatisée va rester bloquée dans un état d'hypervigilance ou de repli en fonction de comment a réagi son système nerveux, ce qui va rendre difficile l'accès à un sentiment de sécurité et de connexion. Et c'est pour ça qu'on va vraiment travailler ça en rendez-vous one-to-one. Et c'est pour ça que le breathwork, il est génial parce qu'il travaille un petit peu sur tout ça. Donc, dans le breathwork, je vais travailler l'orientation avec l'extérieur, avec l'intérieur. On va travailler le vagal ventral. C'est vraiment le breathwork, de la manière dont je pratique le breathwork, va vraiment venir travailler sur tout ça et vraiment venir modifier ta neuroception pour qu'elle devienne de plus en plus saine. Les traumas, quand ils sont pas résolus, vont t'empêcher d'accéder au système au vagal ventral, qui est essentiel pour la sécurité et la connexion. Donc, c'est vraiment la base, la base, la base. Comment restaurer une neuroception saine, si c'est ta question? Les thérapies somatiques, des approches comme le MDR, le somatic experiencing, la théorie polyvagale aussi. Voilà, toute manière de travailler le trauma. En one-to-one avec moi, en séance de coaching, donc on travaille tout ça. Je fais un mix de tout ça. Peu importe que le trauma il soit prénatal, de l'enfance, adulte ou transgénérationnel. Voilà, je n'ai pas de spécialité là-dedans. Quoique je vais beaucoup travailler le transgénérationnel et l'enfance, il y a toutes les pratiques de régulation, la cohérence cardiaque, la méditation, le yoga, etc. Il y a la co-régulation avec l'autre, se connecter avec des personnes de confiance qui vont t'offrir des signaux sécurisants. La patience, l'autocompassion, vraiment, c'est très très important l'autocompassion, le breathwork trop m'informer. Pas le brétoire qui va venir, qui va t'emmener en hypervigilance alors que tu es déjà en hypervigilance. Donc, faire attention à quelle pratique de breathwork aussi. Il y a différentes pratiques. Il y a certaines pratiques que je ne recommande pas. Donc, faire attention pour que ça soit une respiration consciente, connectée, trauma informée, c'est important. La guérison du système nerveux est un processus graduel, ne l'oublie pas, qui nécessite beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de bienveillance, beaucoup de connaissances aussi de toi. N'hésite pas à te faire accompagner et sois patient, tu peux y arriver, ça se guérit, ça se soigne. Aller mal n'est pas une fatalité. Merci de me soutenir en laissant un commentaire, un like, en partageant. Ça soutient la chaîne et ça fait connaître mon travail. Moi, je te dis à très très vite et si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Ciao, ciao!